Alors, on poursuit avec l'écoute et donc avec un cas tout à fait concret. Donc, je vous parlais de deux cas tout à fait concrets. Donc, de ce que j'ai rencontré pendant le confinement avec Tao, comme je vous l'ai expliqué en début de cours. Donc, au final, voilà un hotspot. Et donc là, on est à l'écoute d'un chien qui développe quelque chose en raison d'un mal-être qui est dû aux circonstances extérieures, mais je veux dire, le mal-être, il est intérieur. Donc le chien euh, développe quelque chose qui est interne, un mal-être interne, et donc il développe des comportements qu'on va justement aller écouter. Je vais vous parler aussi, il peut y avoir aussi, on peut se trouver à l'écoute, c'est un petit peu différent, d'un chien qui va manifester donc quelque chose, un comportement similaire à celui de l'autre chien, par contre parce qu'il a vécu quelque chose de traumatisant qui vient de l'extérieur, comme par exemple une blessure, une morsure, un accident, etc. Donc, je vais vous parler donc d'une part pour le mal-être de Tao, donc qui avait développé un hotspot, donc qui allait se mordre, se lécher, se gratter, etc. Euh, Suite vraiment au changement brusque en fait de situation en raison du confinement et ne plus pouvoir aller exprimer ses motivations principales. Je vais vous parler d'autre part de Zenchi, ça ne s'est pas passé euh, maintenant, ça s'est passé il y a 2 ans, quand elle a subi une morsure grave. Et donc là, il y avait aussi tout un processus qui avait été mis en place, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où elle avait envie de lécher les blessures. Je vais vous montrer brièvement les blessures, mais je ne vais pas vous laisser l'écran pendant que je vous parle parce que les blessures sont quand même assez impressionnantes. Pour certaines personnes, ça peut être assez impressionnant à voir. Euh, mais voilà, donc là où je veux en venir, quand on est dans l'écoute, donc déjà, qu'est-ce que le chien, on va se poser la question, qu'est-ce que le chien vit? Donc déjà, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui fait qu'il se sent comme il se sent au moment où on va lui offrir notre écoute? Donc, est-ce qu'il a subi une blessure, un accident extérieur, ou est-ce qu'il est en mal-être intérieur, en raison bien sûr de circonstances extérieures, mais que lui n'arrive pas à gérer, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. Et donc là, la blessure la blessure en fait a été causée par lui-même, tandis qu'ici, évidemment, la blessure a été causée par un élément extérieur. À ce moment-là, c'est toujours intéressant de se poser la question. Donc, qu'est-ce que mon chien vit en ce moment? Qu'est-ce qu'il ressent? Et quelles sont ses convictions par rapport à la situation qui est difficile? Donc, si on prend l'exemple de Tao ici, quelles étaient ses convictions à ce moment-là? Ben, évidemment, lui, euh, il se sent mal. Donc, en fait, le corps, si vous voulez, à partir du moment où, donc on parle de bien-être global, donc à partir du moment où le chien a tout ce dont il a besoin au quotidien normalement, quand il y a quelque chose qui se passe, comme ici on avait eu le confinement, donc il y a plein de circonstances extérieures qui tombent, qui sont éliminées ou qui sont fortement diminuées, et donc la routine, la mise en place de toutes les choses est transformée et modifiée, et donc le chien ressent un mal-être intérieur, et donc le corps qui à ce moment-là n'est plus en équilibre parce que donc dans le bien-être au quotidien, on a évidemment on a plein d'éléments, hein. Donc on a bien sûr l'aspect alimentation, donc ça elle reste malgré le confinement, ça c'était resté, il n'y a pas de souci. Il y a tous les besoins évidemment de mouvement, etc. Et après ben voilà, il y a les besoins d'appartenance qui étaient toujours là aussi, mais après on rentrait dans euh, une autre série de besoins qui étaient les besoins de réalisation, je vais dire ça comme ça. Donc, que certains chiens ont de façon très prononcée, comme c'est le cas des miens, bien sûr. Et donc, voilà, ils sont très souvent dans un rôle au sein de groupes avec d'autres chiens, d'autres humains, euh, où ils ont la possibilité d'exprimer
leur motivation d'aller accompagner, d'aller aider les autres. Et puis tout d'un coup, avec ce confinement, tout ça tombe. Donc il y a une partie du bien-être global qui se trouve un peu chamboulée, bousculée. Et donc, il y a un mal-être à l'intérieur du chien. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver quelque chose pour retrouver un état d'équilibre. Alors, dans ce cas-là, on peut voir un développement éventuellement de maladie ou, en général, avant de se développer en tant que maladie, on a d'abord toute une série de comportements. Alors là-dedans, on peut avoir ce qu'on appelle de façon générale, on va dire, on peut avoir tous les comportements qui sont indésirables. Donc, c'est-à-dire que le chien peut commencer à manifester des choses euh, qui ne sont pas habituelles pour lui, parce que si par exemple le chien n'a pas de problème particulier ou de difficultés particulières avec, je ne sais pas moi, des humains, des autres chiens, des choses comme ça, tout d'un coup il pourrait exprimer des comportements qui sont tout à fait inhabituels pour lui, justement en raison de ce mal-être, en raison de cette instabilité émotionnelle à ce moment-là, qui sort d'une façon ou d'une autre. Et donc le chien va exprimer des comportements qui sont en général indésirables pour l'humain. Mais donc c'est quelque chose que le chien, des comportements de prédation, on peut voir aussi. Donc c'est quelque chose que le chien utilise en fait pour essayer de retrouver un état d'équilibre. Donc ça va toujours être quelque chose qui donne une sensation de bien-être temporaire, mais qui évidemment sur le long terme peut être euh, très nuisible aussi pour le chien. Là-dedans, on retrouve aussi, comme c'est le cas de Tao, on peut retrouver des hotspots, c'est-à-dire que le chien va commencer à se lécher ou à se gratter. Et puis si la situation perdure et que cette situation de mal-être se poursuit, parce que justement les motivations, les besoins du chien ne sont pas remplis, à ce moment-là, donc, ça peut, voilà, le chien va se gratter encore un peu plus, il va aller jusqu'à se blesser, et après on rentre dans un cercle vicieux, ce qu'on retrouve donc principalement dans le hotspot. C'est-à-dire que le chien va aller se lécher au début, il va se gratter un petit peu, et puis à un moment, il y a une blessure qui va commencer à se former, mais donc une blessure qui n'est pas comme ici une blessure externe, mais donc c'est le chien qui crée lui-même cette blessure, et donc il va alimenter en fait avec la salive, avec les dents, etc. Il va aller alimenter ça. Et donc nous on le sait aussi si par exemple on a à un moment, je sais pas moi, on va prendre quelque chose d'extérieur, une piqûre d'insecte ou quoi que ce soit. Si on commence à gratter quand ça nous démange, on sait très vite que l'envie de gratter devient de plus en plus importante parce qu'on a enclenché un cercle vicieux. Même chose pour ceux qui ont des allergies, par exemple. Vous savez qu'à un moment, si vos yeux vous démangent, par exemple, et vous commencez à gratter, ben, très vite, vous allez devoir gratter encore plus parce que, de nouveau, le cercle vicieux est enclenché. Et donc, dans le cas du hotspot, c'est avec ça que je me suis retrouvée avec Tao. Donc, au départ, il était juste en train de temps en temps, comme ça, de se gratter, de se lécher. J'ai pas prêté vraiment, enfin, j'ai prêté attention, mais je ne voyais rien. Il n'y avait rien de particulier. Voilà, jusqu'au moment où c'est devenu vraiment une blessure. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû me poser plusieurs questions, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il essaie de combler? Donc, c'est toutes des questions que j'ai pu me poser. De quoi est-ce qu'il aurait besoin pour se sentir mieux? Bon, toutes ces réponses, je les avais. Par contre, pour lui apporter ce dont il avait besoin à ce moment-là, c'était assez compliqué parce que ce dont il avait besoin, c'était évidemment, alors, on va dire de façon superficielle, c'était la possibilité de continuer à aider, à accompagner les chiens. Donc ça, est-ce que c'était possible de lui donner? Non. Donc si on va chercher plus loin, donc ça c'est toujours quand on reste au niveau superficiel, très souvent, vous allez peut-être avoir un besoin que vous ne pouvez pas combler de cette manière-là, à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que si les circonstances extérieures, comme le confinement, faisaient que moi je ne pouvais pas lui apporter je ne peux pas aller combler ce besoin de réalisation en allant aider, accompagner les autres, je dois aller voir plus en profondeur. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, je ne vais pas me dire, ben voilà, je ne peux pas lui donner, donc tant pis, ben voilà. Non. Donc, je vais voir un peu plus en profondeur. À ce moment-là, bon voilà, je ne peux pas lui proposer d'aider les chiens ou des choses comme ça. Donc, je ne peux pas lui donner notre routine habituelle, notre quotidien habituel. Par contre, je vais voir un petit peu plus en profondeur de quoi est-ce qu'il aurait besoin pour se sentir mieux dans la situation telle qu'on était pendant le confinement. Donc déjà, par rapport
à sa blessure, bien évidemment, là on arrive dans l'écoute, la présence, la patience, la générosité, l'ouverture, etc. J'y viens tout de suite, ce que je vous ai écrit ici. Et puis au niveau purement, donc pas par rapport à sa blessure, mais par rapport à son autoréalisation, qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là? Et donc, j'ai essayé de trouver des réponses à ça. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un chien qui a un sentiment affiliatif très, très, très prononcé. Donc, tout ce que je vous dis ici, c'est pour vous donner des pistes. Donc, pour vous, ça ne va pas être les mêmes réponses, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le schéma de pensée que j'ai eu à ce moment-là. Et donc, je ne suis pas restée au niveau de, voilà, mon chien a un hotspot, oh, ben, c'est pas grave, on va aller chez le vétérinaire, on va lui donner un remède et puis c'est fini, ça va comme ça, et on reste en superficie. Bien sûr que non, c'est toujours intéressant, peu importe ce que votre chien rencontre. Et donc, ça va devenir tout de suite plus clair quand je vous parlais de Zenchi et la blessure qu'elle avait eue. Donc, il n'y a pas que le fait de donner des remèdes et puis on ne reste pas au niveau superficiel, on va voir vraiment en profondeur. Donc là, évidemment, on a le besoin de connaître notre chien par cœur. Donc là, c'était, voilà, Tao est un chien qui est extrêmement affiliatif. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux, moi, lui apporter pour, pour compenser ce manque d'aide et d'accompagnement des autres chiens à ce moment-là? Et donc, ben voilà, pour vous, ça va être complètement différent, les réponses vont être complètement différentes. Mais donc, ici, ce que je vais surtout vous expliquer, c'est donc d'une part la partie, tout ce que j'ai fait avec la blessure, donc comment j'ai apporté cette présence, cette écoute par rapport à la blessure, ça va être dans un premier temps, et après, on va aborder évidemment la question beaucoup plus en profondeur. À ce moment-là, ben voilà, les circonstances extérieures, je ne peux pas les changer, je ne peux pas lui combler ce besoin en ce moment parce que la société fait qu'en ce moment, on ne peut pas parce qu'on est confiné. Donc, qu'est-ce que je peux faire à la place ou sur quoi je peux aller m'appuyer pour justement, en fonction de son tempérament, de son caractère, etc., qu'est-ce que je peux aller lui apporter qui compenserait le manque qui est là actuellement. Donc quand on a un chien extrêmement affiliatif comme ça, évidemment, je peux choisir justement de le vivre avec lui. Donc voilà, et d'être sincère à ce niveau-là, et en disant, ben voilà, la situation elle est telle qu'il est, donc je ne peux pas te donner ce qu'il y a là à ce moment-là, ce dont tu as besoin à ce moment-là, je ne peux pas te le donner parce que je ne peux pas sortir de la maison, je ne peux pas aller très loin, je ne peux pas aller te chercher des chiens que tu peux aider, etc. Par contre, je peux rester à tes côtés, être présente et, voilà, t'apporter ma patience, mon ouverture, etc. Et on le vit ensemble. C'est quelque chose de compliqué. On se trouve dans une impossibilité de changer la situation. Par contre, on peut le vivre ensemble. Et donc, pour un chien qui est extrêmement affiliatif, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Le fait que je sois sincère avec lui, ben voilà, je peux rien faire pour te donner, pour te combler ce besoin en ce moment. Par contre, je peux être avec toi, je peux l'affronter avec toi, je peux le surmonter avec toi. Et puis, ben, pour l'instant, ben voilà, on va un peu s'occuper ensemble. Donc, par tout ce que je vous ai expliqué avant, par les activités différentes qu'on a mises en place. Et donc, on a choisi de vivre cette situation difficile ensemble. Et bon voilà, après au fur et à mesure, je pouvais sortir à pied de toute façon, donc j'allais voir les chiens derrière les grillages, etc. Mais au-delà de ça, même s'il n'y avait pas eu les chiens derrière les grillages, donc ça j'ai réussi après à lui donner ça. Mais donc le plus important à ce moment-là était vraiment tout simplement d'être à son écoute et d'être présent. Et donc enfin, il suffit de nous représenter des situations même entre nous humains. Il y a parfois, on a quelqu'un en face de nous ou voilà, que ce soit un ami, un membre de la famille, peu importe, qui vit quelque chose où, de base, fondamentalement, on ne peut pas changer la situation. Par contre, mais donc voilà, on ne peut pas apporter ce dont la personne aurait besoin. À ce moment-là, on ne peut pas lui apporter. Par contre, donc pour résoudre le problème-là, par contre, on peut toujours être présent, on peut être à son écoute, etc. Et on peut le vivre ensemble. Et donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, il y a toujours cette possibilité d'être présent, d'être à l'écoute et de choisir de le vivre ensemble. Alors ici, pour ce qui était de son mal-être, donc avec l'hotspot, j'ai dû aller... donc ici, j'ai expressément mis la photo avec la collerette. Je ne l'ai pas mise tout le temps. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, j'avais choisi
Donc au moment où je ne pouvais vraiment pas être présente et complètement pleinement à son écoute, je mettais la collerette. Donc si je devais faire autre chose et que je ne pouvais pas à tout moment voir où il était, ce qu'il était en train de faire, à ce moment-là, je mettais la collerette. Si maintenant, tous les autres moments où je pouvais être pleinement présente et pleinement à son écoute, à ce moment-là, il n'y avait pas de collerette. Et moi, je restais à ses côtés et dès qu'il voulait aller se lécher, mordiller, gratter, etc., je lui demandais tout simplement d'attendre. Et donc, je me mettais vraiment par terre à côté de lui. Et donc, ben, ou bien je mettais ma main en le caressant, par exemple, quelque chose comme ça, et en lui demandant d'attendre avant de gratter ou de se mordre. Et donc, ce que je voulais créer, c'était la réflexion dans le mouvement. Parce que vous savez que quand ça nous démange, vous savez ce que c'est, ben, très souvent on a tendance, hop, ben, on va directement se gratter. Plutôt que de s'arrêter un moment, de faire une pause et de se dire, ça me démange. Voilà. Ok, ça me démange. Et de se dire, quelle est mon intention maintenant? J'ai l'intention d'aller me gratter. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qui a été au moment où je m'étais rendu compte à un moment quand j'avais énormément d'allergies ou des choses comme ça, au moment où je m'étais dit, ben, essaie plutôt au lieu d'aller simplement me gratter comme ça de façon impulsive et sans réfléchir, donc purement dans l'impulsivité, dans la réactivité, ben, arrête-toi un moment, prends conscience que ça te démange et dis-toi que tu as l'intention d'aller gratter. Et donc, vous vous dites, ben voilà, il n'y a pas de problème, je peux aller me gratter, mais je vais juste attendre encore un moment et ça vous permet en fait le fait d'attendre. Vous allez vous dire à quoi ça sert d'aller attendre pour aller quand même se gratter après. Le fait d'attendre, ça vous donne la possibilité d'être encore plus conscient. Donc d'être vraiment avec, en l'occurrence à ce moment-là, avec la démangeaison. Maintenant, si vous avez une douleur, ça peut être la même chose. C'est vraiment le fait d'être présent avec la difficulté du moment. Et donc, dans mon cas avec les allergies, c'est tout simplement une question de démangeaison. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de très grave. Donc, c'est simplement être avec la démangeaison plutôt que d'avoir une sorte d'aversion, une sorte d'exclusion. Ça, je veux pas, hein, c'est quelque chose que j'aime pas, la démangeaison. Donc, on va vite aller l'éliminer en allant se gratter. Ben non. Plutôt que d'aller effectuer, plutôt que d'être dans l'exclusion, justement être dans l'inclusion de nouveau. Et donc, même si c'est une sensation désagréable, la démangeaison, mais c'est simplement être présente avec la démangeaison. Vous pouvez le transposer à plein de choses pour vous dans la vie courante. Si par exemple vous avez un mal de tête, il y a plusieurs possibilités. C'est de se dire, voilà, j'ai mal de tête, directement je prends, que ce soit un médicament ou une huile essentielle ou une plante ou quoi que ce soit, c'est se dire, ben voilà, j'ai envie d'éliminer ce mal de tête, donc qu'est-ce que je fais? J'exclus directement. L'autre possibilité consiste en fait à se poser un moment et de se dire, voilà, j'ai vraiment très mal à la tête, c'est très désagréable, ok, mais je peux, avant de faire quoi que ce soit, donc avant d'aller prendre un médicament ou peu importe, avant de prendre quoi que ce soit, on peut se dire, ben, je vais plutôt essayer d'inclure ce mal de tête. Et je vous assure, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je le fais très régulièrement. Heureusement, j'ai pas souvent des maux de tête, mais quand j'ai un mal de tête, j'essaie toujours de faire ça maintenant et la plupart du temps, ça fonctionne très bien. C'est que au lieu d'avoir de nouveau une sensation ou une volonté d'exclure ce mal de tête, d'éliminer ce mal de tête, c'est de se dire, ok, le mal de tête est là, je t'accueille, viens, voilà, je vais rester un peu à tes côtés. Et à ce moment-là, je commence à me concentrer sur ma respiration. Donc, je n'utilise rien d'extérieur, uniquement ce que j'ai en moi. Et donc, ce qui est la principale source de vie, hein, c'est la respiration, parce que si on n'a plus celle-là, ben forcément, on n'est plus là. Euh, et donc, c'est aller me concentrer sur ma respiration. Et puis, une fois que j'ai fait ça, c'est vraiment me dire, ok, j'ai mal à la tête, mais essayer d'accueillir, de me concentrer sur ces sensations. Et puis, et sur l'équanimité, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, ben, à un moment, en fait, c'est pas quelque chose, enfin, chez moi en tous les cas, c'est pas quelque chose de progressif. C'est pas que j'ai mal à la tête, puis je sens un petit peu moins. Non, c'est tout d'un coup. Je sais pas comment c'est parti, mais tout d'un coup, j'ai plus mal de tête.
Et donc, quand on a tendance à accueillir en fait quelque chose, ben ça, forcément, on met moins d'attention là-dessus, c'est moins une attention négative là-dessus. Et donc, ben, quand c'est accueilli, très souvent, ça part beaucoup plus facilement. Donc, voilà, pour petite parenthèse, après, vous pouvez le faire avec la douleur. Quand j'ai eu la fameuse blessure là, avec arrachement osseux à la cheville, plutôt que de me dire, oh ben ça, voilà, c'est vraiment désagréable, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me déplacer, blablabla. Mais j'en ai profité. Justement, je pouvais quand même rien faire d'autre, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, autant essayer d'accueillir la douleur qu'on a à ce moment-là, et autant essayer d'en faire quelque chose de positif, et donc de vraiment se concentrer sur la respiration, et de sentir même la respiration à cet endroit-là. Et je vous assure, c'est génial. Si vous avez, si vous pouvez, parce qu'après, la chose la plus difficile, en fait, c'est la première partie, c'est la première étape. C'est quand vous avez cette douleur, ou quand vous avez cette démangeaison, ou quand vous avez cette chose qu'on qualifie de désagréable. Le plus compliqué, c'est juste de faire le pas, de se dire, ben, au lieu de l'exclure, je vais l'accueillir. Une fois que vous êtes dans cette modalité-là, tout le reste après est fluide, ça découle de façon tout à fait naturelle. Donc le plus difficile, parce qu'on a vraiment, on est tout le temps en fait dans l'impulsivité, puis la société nous pousse à ça aussi. Hein. Il suffit de regarder un peu un écran de TV ou n'importe quoi dans les publicités, directement, oh vous avez mal de tête, ça va partir dans les 10 minutes avec ce médicament-ci, ou vous avez, je sais pas moi, enfin peu importe, vous avez une douleur articulaire, prenez un anti-inflammatoire, ça va directement partir. Donc on nous pousse en fait à justement éviter les choses désagréables et à les éliminer, alors que là pour moi, on rate la chose qui est vraiment la plus riche et la plus intéressante, c'est justement d'être avec tout ce qui est. Et donc, peu importe que ce soit quelque chose d'agréable ou désagréable, on a toujours le choix d'être présent et d'accueillir ce qui est à ce moment-là. Et donc ici, en fait, avec Tao, ce que je voulais lui apporter, donc comme je vous l'ai déjà dit précédemment, donc nous on a la possibilité de faire ce raisonnement. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment un gâchis de ne pas le faire, parce qu'on a la possibilité de se dire, mais voilà, je peux inclure cette, cette sensation désagréable, je peux l'inclure, je ne suis pas obligée de l'exclure et de l'éliminer. Je peux l'inclure, et puis après, ben, voilà, elle partira d'elle-même quand ce sera le moment de partir. Et donc un chien n'est pas capable d'effectuer ce raisonnement, mais donc nous on a la possibilité d'être à ses côtés et de le faire pour lui. Et donc là, chaque fois que Tao, quand il n'est pas la collerette, voulait aller se gratter, je l'arrêtais un moment, donc je lui demandais d'attendre. Et simplement, moi je me concentrais moi sur ma respiration, j'étais pleinement avec lui, avec évidemment une ouverture parce que, et vraiment un accueil parce que je me rendais compte d'une forte empathie aussi, ou de la compassion plutôt, parce que je me rendais compte que pour lui c'était vraiment quelque chose de difficile que je lui demandais. Par contre, là il y a l'aspect générosité qui entre en jeu, c'est que même si je sais que c'est compliqué pour toi, mais j'ai vraiment envie de t'aider. Et ce qui peut vraiment t'aider à ce moment-là, c'est pas que je te laisse te gratter, c'est pas que je te laisse te mordre. Si je veux réellement t'aider, la meilleure chose que je puisse faire, c'est justement de créer cette réflexion dans le mouvement pour toi. Que tu prennes conscience que tu prennes conscience que tu peux être présent avec cette démangeaison et tu n'es pas obligé de directement aller l'éliminer. Et là, je ne mets pas non plus la collerette, parce que si je mets la collerette, à partir du moment où j'ai la possibilité d'être à côté de toi, je ne suis pas en train de t'aider réellement. Parce que là, je suis juste en train d'éviter le problème et je suis juste en train de créer une agitation chez toi parce que je te mets la collerette, mais je ne suis pas en train de te montrer que tu peux être avec cette démangeaison. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le chemin que je vais vous proposer là-dedans. Et donc là, pour lui, c'était principalement évidemment une réflexion dans le mouvement. Donc c'était de lui faire prendre conscience de la démangeaison et de lui permettre d'être avec cette démangeaison. Par contre, en restant calme, donc évidemment pas en train de s'énerver ou quoi que ce soit. Et donc, moi, rester très calme, être vraiment développer cette présence, cette écoute à son égard. Et puis, aussi l'ouverture, je veux dire par là, se débarrasser de mes filtres à ce moment-là. Donc, pas me dire, ah ben je sais là ce qui se passe à ce moment-là, mais vraiment m'ouvrir. Voilà, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que je dois encore développer un peu plus de patience? Est-ce que c'est le moment où je peux te dire, ben maintenant, si tu as envie, tu peux aller gratter? Et donc, très souvent, il y a des fois où, quand je lui proposais ça, donc je lui demandais d'attendre avant de se gratter, vraiment quelques fois, mais vraiment pas beaucoup, c'était assez rare.
après le moment où il avait été pleinement avec cette démangeaison, mais c'était très rare, euh, qu'il se ressentait encore après ces quelques secondes, ces quelques dizaines de secondes, je n'ai pas jamais calculé, où il avait encore le besoin d'aller se gratter ou d'aller se mordiller. Très souvent, ça lui était passé. Donc c'était vraiment, la démangeaison était là, il avait besoin d'y aller tout de suite, mais si je parvenais à lui demander d'attendre, et donc moi de me mettre dans un état vraiment d'écoute, de présence, et aussi de me concentrer sur ma respiration pour le faire à sa place en fait. Très souvent, la plupart des cas, donc c'était vraiment dans 95, je dirais même peut-être plus, % des cas, où après ce moment de présence, il n'avait plus du tout ce besoin d'aller se gratter. Et donc faites l'expérience pour vous-même aussi, vous allez voir si vous parvenez à vous dire ah là ça me démange et vous parvenez à être avec cette démangeaison sans aller directement vous gratter, vous prenez quelques secondes, quelques dizaines de secondes, vous allez voir que ça part tout seul et vous n'avez plus ce besoin de vous gratter après. Mais donc chez lui c'était la même chose, donc c'était ça que je voulais vraiment aller créer. C'est très intéressant, c'était vraiment quelque chose de très intéressant, j'y reviens tout de suite. Dans le cas de Zenchi, avec sa blessure, là c'était complètement différent parce qu'elle avait eu donc des morsures très importantes. Et donc là, elle avait parfois le besoin d'aller se lécher. Et là, c'était tout à fait un autre processus. Donc il y avait toujours ces 5 éléments, ou même ces 6, la sincérité aussi, que j'en peux vous en parler tout de suite. Mais donc il y avait toujours cette présence de ma part, cette écoute, évidemment cette patience, cette ouverture, cette générosité mais c'était forcément pour quelque chose de différent parce que elle, ce que je voulais, c'était aller développer une meilleure compréhension que j'avais d'elle, parce qu'il y avait des moments où elle se léchait et c'était tout à fait calme, serein, conscient, posé. Et là, je savais que c'était quelque chose qu'elle qu'elle faisait et qui était bien pour sa guérison en fait. Donc il y avait un moment où elle pouvait se lécher et c'était bien. Par contre, il y avait des moments où c'était beaucoup plus frénétique, c'est beaucoup dire, parce que ça n'a jamais été frénétique chez elle. Mais c'était beaucoup moins centré, ancré. Et là, je savais que ça venait d'une instabilité émotionnelle. Parce que, évidemment, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer brièvement la photo. Voilà. Ça, c'était les photos. Des trous. Donc là, on le voit pas très bien. C'était quelques jours après, en fait, la blessure déjà. Donc là, c'était déjà propre, etc. Mais donc, vous pouvez pas voir la profondeur. Mais pour vous dire la profondeur, en fait, de ce trou-ci et ce trou-ci, je pouvais mettre une seringue de, je ne sais plus, de CC 50 peut-être, je ne sais plus, je pouvais l'enfoncer complètement dedans. Donc, je devais aller désinfecter avec, en mettant la seringue, en enfonçant en fait la seringue dans les trous. Je ne vais pas vous imposer ça plus longtemps. Voilà. Et donc, vous voyez que là, c'était un contexte tout à fait différent. Donc, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur. Et donc, en fait, à ce moment-là, il y avait ce moment, donc il y avait toutes ces émotions en fait qui étaient liées à la blessure, parce que forcément, ça lui faisait mal, ça la démangeait à certains moments, ça dépendait un petit peu. Mais puis il y avait tout le contexte émotionnel qui était, mais forcément se promener, vous avez vu là, elle était complètement rasée d'un côté, se promener comme ça, non seulement c'est très désagréable parce qu'elle devait se montrer vulnérable, elle voulait pas que les autres chiens viennent près d'elle, etc. Évidemment avec une blessure pareille. Mais donc il y avait tout ce contexte émotionnel, elle a dû vraiment puiser au fin fond de ses ressources intérieures pour aller affronter ça. Et donc, quand elle voulait aller se lécher ou des choses comme ça, je devais pas, j'ai choisi de le faire. C'était vraiment, parce qu'on a choisi en fait à ce moment-là. Donc, quand je suis allée chez le vétérinaire à ce moment-là, lui, vous avez vu la gravité des blessures, et on a choisi de ne pas utiliser d'antibiotiques. Donc pas de produits chimiques, etc. Donc aucun antibiotique, etc. Donc ça impliquait évidemment que moi je sois présente, surtout les premiers jours, les premiers jours vraiment présente à ses côtés parce que je devais désinfecter constamment avec des produits évidemment naturels. Et donc je devais aller avec mes seringues, etc. pour aller désinfecter là-dedans. Ça prenait énormément de temps. Ça devait être fait de façon très 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 fréquente aussi pour éviter évidemment qu'il y ait une infection
qui se produisent. Donc voilà, c'était quelque chose de très 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 intense. Si je devais le refaire, je referais ça de la même manière, parce que ça nous a rapprochés encore euh, beaucoup. Enfin, c'est même indescriptible, parce que quand on est dans un cas comme celui-là, je veux dire, moi, ça me semblait tout à fait superficiel d'aller lui donner des antibiotiques, et puis voilà, tu te débrouilles. Et on aborde cette chose-là. Comme ça, pour moi, c'était même pas pensable. Euh, Parce que ici, le fait de ne pas avoir voulu utiliser de produits chimiques, donc ça voulait dire qu'il y avait cette présence, cette écoute euh, qui devait être mise en place et vraiment de façon authentique. Et, euh, et donc à ce moment-là, je voulais lui donner la possibilité, quand tu ressens le besoin d'aller lécher, et donc là on rend justement au chien cette, comment dire, euh, cette capacité de guérison que le corps a et où on a parfois des instincts, je veux dire comme ça, qui font qu'on sait ce qu'on doit faire pour guérir. Je voulais lui redonner la possibilité de retrouver ça. Et donc, c'était à moi, évidemment, de me mettre à côté d'elle et d'essayer de discerner à quel moment elle léchait et que c'était vraiment quelque chose de bien, que c'était le corps qui effectuait vraiment son instinct de guérison et qu'elle pouvait effectivement lécher, et à quel moment elle était un peu en instabilité émotionnelle, et donc là c'était plutôt du léchage, comment dire, un peu excessif. Et donc c'était très subtil d'aller se mettre à côté et de essayer de comprendre ça, c'était absolument captivant. C'est quelque chose qui vraiment nous a c'était un moment d'intimité vraiment indescriptible. Parce qu'il y avait besoin de cette confiance, j'y viens tout de suite quand j'explique donc les 5 plus 6 points ici, j'avais rajouté authenticité. Euh, quand on est dans ces 6 points, il y a vraiment cette intimité, cette confiance qui se met en place. Et donc là, on sait en fait qu'on est dans le bon, parce que le corps retrouve cette possibilité de se guérir soi-même, en fait, avec l'aide de remèdes naturels, certes, mais où on redonne au corps la possibilité de faire ce qu'il a à faire, sans lui demander d'encore aller gérer en plus des produits chimiques. Donc ceci n'est pas du tout une... Enfin voilà, je ne demande pas d'aller faire ça si vous ne savez pas comment faire ou des choses comme ça, c'est juste des pistes de réflexion. Et voilà, toujours se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire ici, est-ce que c'est vraiment bien pour mon chien, ou est-ce que pour moi, je choisis la facilité parce que j'ai pas envie de m'engager là-dedans, ou tout simplement parce que je ne sais pas, et à ce moment-là, est-ce que je ne sais pas et je ne veux pas savoir, et c'est votre droit aussi, ou est-ce que je ne sais pas, mais j'aimerais bien m'ouvrir à ça et aller voir comment je peux m'ouvrir à cette possibilité, comment je peux apprendre certaines choses là-dedans, etc. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très, très, très intense, euh, de très intime. Et donc ici, je vous ai mis cette photo-ci pour vous montrer, en fait, je vais vous montrer d'ailleurs aussi, attendez, non, c'est pas ça, hop, voilà. Ici, ça c'était quand Zenshi, voilà, pour vous dire, quand il y avait cette écoute, quand il y avait tout ça, quand je devais lui faire les soins, en fait, moi j'allais, je préparais la bassine avec mes remèdes, etc. Donc tout ça, c'était l'endroit où je le faisais. Et donc dès que je préparais, pour vous dire, tellement ça lui faisait vraiment du bien, et qu'on était dans ce climat de confiance, d'authenticité, de présence, d'écoute, d'intimité, etc. Elle allait se placer toute seule pour dire ben voilà, je suis prête pour faire les soins. Alors si vous revenez ici, donc ici en fait, donc vous avez vu là quand il était avec sa collerette, donc quand on est passé donc, au moment où j'étais pleinement à son écoute, pleinement présente, donc j'enlevais la collerette. Et quand je lui proposais cette réflexion dans le mouvement, donc est-ce que vraiment enfin voilà, tu as ta démangeaison, ok, est-ce que tu peux attendre, est-ce que tu peux être présent avec cette démangeaison? Et puis ben, après, il n'avait très souvent, donc dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, il n'avait plus ce besoin d'aller se gratter. Et après, c'était euh, l'état dans lequel il était après. Donc c'était vraiment génial, parce que à partir du moment où j'avais pu offrir présence, écoute, authenticité, patience, ouverture et générosité, voilà, il était après, c'était... Donc je me disais jamais je pourrais lui mettre la collerette tout le temps et ne pas, moi, essayer d'offrir cette présence, cette écoute, cette authenticité, cette patience, cette ouverture, cette générosité, aller déployer, aller chercher moi aussi dans mes ressources intérieures pour aller pouvoir lui proposer ça de façon vraiment intense, authentique, vraie. Euh,
Et après, le voir comme ça, c'était quelque chose de waouh, quoi, parce que là, j'avais l'impression que même si je pouvais pas lui apporter ce dont il avait besoin en superficie, c'est-à-dire les chiens qui pouvaient aider, accompagner, etc., lui apporter ça, ça lui redonnait toute la sérénité et de nouveau, il était en état de bien-être. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que qu'est-ce que ça a pour conséquence quand vous offrez réellement votre présence? Donc, peu importe, moi, j'avais ici le cas de la morsure, enfin, des morsures de Zetchi, le cas du hotspot de Tao, peu importe ce que vous rencontrez, que vous ayez rencontré ou que vous allez rencontrer dans le futur, quand vous offrez tout simplement votre présence. Donc, juste le fait d'être réellement là, vous êtes pleinement là avec votre chien, donc pas seulement la présence physique, mais vous êtes là avec tout votre être, en fait, c'est très rassurant pour le chien. Donc c'est quelque chose, ah ben oui, voilà, mon compagnon humain, ma compagne humaine est là à mes côtés. Donc c'est très rassurant. Donc automatiquement, ça apporte une sensation de calme au chien. Si après vous êtes à l'écoute, donc vraiment à l'écoute, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens en ce moment et de quoi tu as besoin pour aller mieux. Donc ça, c'est vraiment quand le chien sent qu'on est vraiment à son écoute. Donc peu importe ce qu'il manifeste, on est à son écoute, on est donc dans l'accueil de ce qu'il y a, on est à l'écoute. À ce moment-là, on crée une certaine liberté parce que si, ben, pensez au moment où vous vous sentez réellement et authentiquement, véritablement écouté, automatiquement, vous ressentez une liberté de pouvoir exprimer ce qui vit profondément en vous. Parce que vous savez que de toute façon, vous allez être écouté. Et donc là, l'écoute automatiquement a pour réponse et résultat immédiat le fait que le chien se sente libre d'exprimer euh, ce qu'il vit à ce moment-là. Si en plus vous êtes authentique, donc c'est-à-dire qu'ici, il n'y avait pas de truc en douce. Donc que ce soit pour lui ou pour Zenchi, je veux dire, jamais dans les blessures de Zenchi, je veux dire, je l'ai pris en douce pour aller lui mettre la seringue dans les trous. Jamais au grand jamais. Donc c'était vraiment un climat d'authenticité. Jamais je n'ai donné un bonbon pour, euh, pour éviter, je sais pas moi, parce que par peur qu'elle me morde ou quoi que ce soit. Jamais je n'ai été donné un bonbon avec sa tête vers l'avant, par exemple, pour être sûr qu'elle soit concentrée sur le bonbon. Non, bien sûr que non. Moi, ce que je voulais, c'était qu'elle soit pleinement consciente de ce que j'étais en train de faire. Oui, je devais aller mettre une seringue dans ce trou, mais je voulais qu'elle soit pleinement présente avec ça aussi. Et si après, elle avait quelque chose à me dire, oh là, ça c'est trop vite, ou ça va pas, ou quoi que ce soit, on ajustait, mais jamais je ne lui aurais donné de la nourriture pour faire ça. Jamais, 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 au grand jamais. Donc l'authenticité, vous pouvez jamais la remplacer. Je veux dire, c'est ce que vous avez au fin fond de vous, et c'est toujours ce qui va créer donc justement la confiance chez l'autre. À partir du moment où vous ne faites pas de trucs en douce, vous n'êtes pas en train d'essayer de faire du chantage ou des choses comme ça, mais à partir de ce moment-là, automatiquement, vous créez un climat de confiance. Donc le chien peut totalement vous faire confiance. Et donc vous vous retrouvez avec une photo comme je vous ai montré juste avant, avec Zenchi qui allait se mettre pour attendre ses soins parce qu'il y avait ce climat de confiance. Elle savait que j'allais jamais lui jouer un mauvais tour. Donc ça, c'est très, très, très intéressant aussi à faire. Même chose pour Tao. À partir du moment où j'étais à côté de lui, j'allais pas commencer à lui donner des bonbons pour l'empêcher de se gratter. C'était vraiment mon authenticité. J'étais là aussi combiné évidemment avec tout ça, avec le fait de réellement vouloir l'aider. Et donc lui dire, voilà, à ce moment-ci, je te demanderai d'attendre avant de te gratter et on voit ce que ça crée chez toi après. Les seules fois, donc les 5% où il avait envie de quand même se mordre ou se gratter après, donc je lui laissais faire. Donc ça impliquait évidemment, à partir du moment où on en est dans l'authenticité, donc moi j'ai fait tout ce que je pouvais à ce moment-là, tu as envie de te gratter, donc je te demande ou te mordre, je te demande d'attendre, d'être présent avec cette démangeaison. Moi je me concentrais donc sur ma respiration, j'étais pleinement présente avec lui, je faisais tout ce que je pouvais pour l'aider, dans cette générosité de vraiment être dans l'aide pure pour lui. Si après ça, lui avait encore ce besoin d'aller se gratter, évidemment, je le laissais faire. Parce que sinon, je serais plus dans l'authenticité. Donc, c'est pas aller faire quelque chose pour au final quand même avoir ce que nous on veut. D'accord? Donc, c'est pas ça. Ici, on fait tout ce qu'on peut pour le bien du chien, vraiment, pour qu'il puisse aller mieux, évoluer, etc., etc. À partir du moment où on a fait tout ça, on lâche. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai semé toutes les graines,
tout a été fait avec les bonnes intentions, les bonnes motivations, la bonne présence, la bonne écoute, la bonne authenticité, etc., etc. Après ça, je me détache du résultat et j'accueille aussi ce qui se passe après. Donc, c'est-à-dire que dans les 5% où il voulait aller se mordre, donc est-ce que c'était parce que moi, j'avais pas été complètement présente ou j'avais pas compris à quel moment je devais euh, encore lui demander d'attendre, peu importe, ou bien que c'était tout simplement voilà, autre chose, peu importe, mais s'il avait envie à ce moment-là d'aller se mordiller, à partir du moment où moi j'avais dit j'ai fait tout ce que je peux, à ce moment-là, évidemment, je le laissais aller se gratter. Mais je vous dis, c'était vraiment à 5%, quoi, donc c'était rien du tout. Euh, Ensuite, il y a aussi la patience. Donc, la patience, c'est, mais voilà, dans le cas de Tao, d'attendre le bon moment pour qu'il soit prêt et que je puisse lui dire, mais voilà, maintenant, est-ce que tu as encore vraiment envie d'aller te mordiller ou de gratter? Pour Zenchi, c'était peut-être le bon moment pour aller enfoncer la seringue, c'était peut-être la patience je sais pas moi, euh, de la laisser aussi un peu se lécher, de vraiment me reconcentrer en me disant est-ce que vraiment elle le fait pour la guérison ou est-ce que c'est une instabilité émotionnelle. Vous comprenez évidemment la patience, c'est pas toujours évident parce que ce ne sont pas des situations difficiles, ce ne sont pas des situations faciles. Voilà, par définition ici, l'écoute elle est jamais très difficile quand les situations sont simples. L'écoute est beaucoup plus compliquée quand on se retrouve dans des situations qui sont elles-mêmes difficiles. Et donc, le fait d'offrir notre patience, et forcément, ça crée un lien plus profond avec notre chien, parce qu'on n'est pas en train de s'énerver à un moment, oh, j'en ai ras-le-bol, hop, j'arrête. Non, on est là, et on reste là, et on offre cette patience. Donc, ça crée vraiment encore un lien beaucoup plus profond entre le chien et nous. Alors, l'ouverture, c'est ne pas se baser sur ce qu'on sait déjà, euh, sur ce qu'on croit que le chien va faire, mais c'est vraiment s'ouvrir au moment qui se présente à nous, s'ouvrir à ce que le chien nous exprime, avec toujours une fraîcheur d'esprit. Et donc, forcément, plus on est ouvert, moins on est dans nos filtres, hein, de ce qu'on sait déjà, ce qu'on croit savoir, etc. Si on est là-dedans, très souvent, le chien va avoir besoin d'exprimer les choses de façon beaucoup plus forte parce que nous, on émet une résistance. Si on n'a pas vraiment cette ouverture, ça veut dire qu'on est tout le temps quelque part dans la résistance parce que on croit savoir les choses ou on sait certaines choses, mais on se limite à celles-là parce qu'à côté de tout ce qu'on sait qui est très intéressant et qui est très utile, voire indispensable très souvent, il y a toutes ces choses qu'on ne sait pas. Et donc, si on ne s'ouvre pas à ce qu'on ne sait pas, ça veut dire qu'on risque de manquer beaucoup de choses, on risque de rater beaucoup de choses. Et donc le chien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir, si nous on émet une résistance parce qu'on a nos filtres, on est toujours dans ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, le chien va devoir s'exprimer de façon beaucoup plus brute, beaucoup plus grossière, beaucoup plus voilà. Tandis que si on a cette ouverture, ça veut dire on est prêt aussi, on est réceptif à tout ce qui est plus subtil. Et donc très souvent le chien va pouvoir exprimer des choses de façon tellement subtile, mais où nous on va être capable de les recevoir et de les écouter, de les entendre, de les voir, de les observer et donc de les accueillir. Très intéressant. Et puis, et puis cette générosité, donc tout ce qu'on fait, c'est pas parce que nous, on veut égoïstement que ça s'arrête ce hotspot parce que moi ça m'énerve de le voir se lécher, se mordiller par exemple, d'accord? Donc je le fais pas pour moi parce que c'est pas gai à voir, parce que moi je supporte pas, par exemple dans le cas de Zenchi, je supporte pas de voir cette blessure là, donc euh, je choisirais par exemple les antibiotiques, comme ça je ne dois pas, moi, aller être en contact avec ces blessures graves à tout bout de champ pendant la journée, la nuit, etc. Non, ici dans la générosité, ça veut dire qu'on choisit, donc on se pose, et donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est vous demander, ça ne veut pas dire que ça va être la même solution que la mienne, hein. Peut-être que dans votre cas à vous, la solution est tout à fait différente, mais le chemin, en fait, les étapes, le sentier, on va dire, c'est le fait d'aller se poser et de vraiment se dire, est-ce que ici, ma motivation la plus profonde ici, est-ce que ma motivation est vraiment authentique d'aller faire le bien du chien, d'aller aider vraiment mon chien du mieux que je peux. À partir du moment où votre intention est celle-là, et c'est vraiment d'aller permettre au chien, donc non seulement de guérir dans ce cas-ci ou dans celui de Zenchi, après ça peut être autre chose dans votre cas,
Donc vraiment de l'aider, de lui permettre d'évoluer aussi, parce que il n'y a pas que la guérison. Donc la guérison, la façon de guérir peut amener le chien vers aussi sur un chemin d'évolution. C'est-à-dire que moi j'ai vu dans le cas avec Zenchi principalement, forcément ici avec Tao aussi, c'était pas quelque chose d'aussi grave on va dire. Mais avec Zenchi, le fait d'avoir choisi ce sentier-là, cette voie-là, ce chemin-là, euh, ça lui a permis, elle, d'évoluer, de développer encore plus de résilience que ce qu'elle avait déjà. Euh, Ça lui a vraiment permis de retrouver évidemment cet instinct, cette capacité de guérison de son corps. Donc automatiquement, elle était encore plus en contact avec elle-même. Donc c'est déjà une chienne qui est très en contact avec elle-même, mais là, c'était encore beaucoup plus profond parce que on devait vraiment aller tout observer, ce qu'on avait, enfin, on pouvait pas se dire à un moment de la journée, on pouvait jamais relâcher en disant, oh ben là, je suis fatiguée, je laisse pour une demi-journée. Non, parce que le risque, évidemment, à partir du moment où on avait choisi de ne pas donner d'antibiotiques pour des blessures pareilles, il n'y avait pas de relâche qui était possible. Donc, je pouvais pas me dire, moi, à un moment, je suis fatiguée, là, franchement, pour une demi-journée, je laisse tomber, je pouvais pas, parce que le risque était beaucoup trop grand. Donc ça demandait aussi un engagement, mais donc ça m'a permis moi d'aller retrouver aussi ce contact avec moi-même pour vraiment être à l'écoute de ce qu'elle m'exprimait, de ce qu'elle me disait, et pour elle la même chose. Et donc toutes les deux, on a été mises vraiment dans une évolution d'être beaucoup plus à l'écoute du corps en fait. Même si on était déjà toutes les deux vraiment à l'écoute de nos corps respectifs, ça a permis d'encore approfondir ce lien avec notre corps. Et donc, si vous faites quelque chose vraiment donc de nouveau, ça ne doit pas être le chemin que moi j'ai pris. Chacun le fait en fonction de sa situation actuelle, de son niveau d'évolution actuel. Euh, mais le principal, c'est toujours d'aller retrouver cette générosité qui est authentique. Donc, ce que je fais, c'est vraiment pour aider mon chien à tout point de vue. Donc, au point de vue superficiel, donc au niveau superficiel de la blessure, de la morsure, de la maladie, etc. Et puis au niveau plus profond, de son écoute vis-à-vis de lui-même et de son chemin d'évolution, comme on l'avait déjà expliqué auparavant. Donc, pas seulement son évolution là, actuelle par rapport à la situation superficielle, mais vraiment toute cette évolution profonde euh, euh, et authentique qu'il peut faire sur son chemin de vie. Et donc à partir du moment où on a cette générosité de vraiment vouloir aider le chien, mais ça reprend tout le reste. Et donc on crée évidemment de nouveau cette confiance parce que le chien sait qu'on le fait pour son bien. Et puis il y a toute cette intimité euh, qui, qui s'approfondit encore, qui devient encore de plus en plus prononcée, de plus en plus intense, évidemment. Et donc, à ce moment-là, forcément, on est dans, une, dans un lien qui est complètement idéal, qui est pleinement idéal avec le chien, parce que peu importe ce qui arrive, ce qui se produit, quand on peut proposer tout ça, ben, les résultats directs sont tout ça. Donc ben, voilà. Enfin, je trouve ça vraiment, j'ai trouvé aussi bien avec Tao qu'avec Zenchi, donc aussi bien dans ce qui était quelque part bénin, il n'y avait rien vraiment de grave avec Tao, mais j'ai quand même pu effectuer un certain chemin avec lui qui m'a permis de trouver, ben, voilà, d'approfondir tout ce que je vous ai noté ici. Et puis avec Zenchi, très certainement, puisque là, le degré de gravité était autre. Mais donc, je vous invite, peu importe la difficulté, une difficulté à un moment donné que votre chien rencontre, je veux dire, la difficulté, elle n'est pas là. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas là par hasard. Je vais dire plutôt, toute difficulté que vous rencontrez, si elle se présente, mais elle peut être évidemment le résultat du karma qu'on avait parlé. Donc ça peut être quelque chose que vous avez besoin, vous, d'aller résoudre. Donc ça, je pense, je suis intimement convaincue que toutes nos actions, etc., toutes nos pensées aussi, font qu'on crée des situations. Et puis parfois, on se retrouve dans des situations et on a deux possibilités. Ou bien on se pose en tant que victime, ou bien on se dit, mais voilà, je rencontre cette difficulté. Si je la rencontre, ça veut dire que je suis capable de l'affronter. Il va juste falloir que je fasse un sérieux travail sur moi-même et que je poursuive mon évolution pour pouvoir le faire. Mais donc, chaque difficulté qu'on rencontre, je veux dire, une solution
elle la connaît. Après, c'est peut-être pas la solution qu'on voudrait, de façon superficielle ou de prime abord. C'est peut-être pas celle à laquelle on va penser parce qu'en se basant sur ce qu'on sait déjà ou ce qu'on voudrait, mais une solution, elle est toujours là. Donc ici, voilà, la solution, par exemple, c'était pas d'aller lui donner des chiens, parce que je ne pouvais pas, mais c'était de trouver un chemin alternatif pour quand même lui apporter cette sérénité que je voulais qu'il puisse retrouver pour lui-même, pour se sentir bien. Euh, Même chose pour Zenchi. La solution n'était pas que les blessures se guérissent directement ou que voilà, mais c'était un chemin à faire pour pouvoir accueillir ben voilà, toutes les difficultés qui sont posées avec ça. Parce que la blessure que je vous ai montrée, vous imaginez bien que quand en plus elle devait marcher énormément, parce que du moment où j'avais pas donné d'antibiotiques, etc., on se retrouvait dans un processus de guérison complètement naturel, évidemment. Et donc, elle devait courir beaucoup, marcher beaucoup. Mais donc, vous imaginez quand je sortais à l'extérieur avec un truc pareil, vous imaginez déjà les personnes inconnues, comment elles se posaient face à ça. Donc, les gens avaient vraiment une répulsion, c'était vraiment pas beau à voir. Et donc, parfois, j'ai même eu des personnes, c'était complètement absurde, évidemment. Et donc, je me promenais avec Tao toujours présent à ce moment-là, parce que Tao avait ce rôle, évidemment, de protection de Zenchi, c'est-à-dire qu'il ne voulait laisser approcher personne de Zenchi. Donc, humain ou chien, personne ne pouvait l'approcher. Et donc, parfois, il se montrait très imposant vis-à-vis des personnes ou des chiens qu'on rencontrait, donc c'était jamais excessif. Mais il pouvait, par exemple, grogner sur une personne qui venait de voir son Zenchi. Et donc, à ce moment-là, vous aviez les personnes qui étaient tout à fait dans autre chose. Parce que moi, je savais évidemment ce qui se passait ici, mais les personnes voyaient les blessures de Zenchi, les morsures, voyaient Tao qui grognait. J'ai eu des personnes qui disaient, oh, attention, celui-là, parce qu'il est agressif, regarde ce qu'il vient de faire à l'autre. Enfin, vous voyez, donc c'était complètement absurde, évidemment. Mais c'est des réactions, voilà, qu'on a eues. Donc, je devais faire aussi un petit peu attention à ne pas créer de la peur chez les gens qu'on rencontrait. Je devais faire attention qu'il n'y ait pas un chien en liberté qui vienne à fond de balle, par exemple, vers Zenchi, parce que Tao aurait de toute façon protégé. Donc c'était très intéressant parce qu'on a pu approfondir aussi ce côté-là. Si j'étais restée dans une solution plus superficielle, je n'aurais pas eu cette possibilité d'aller vivre tout ça et de donner à Tao aussi cette possibilité d'aller exprimer ce rôle de protecteur de Zenchi qui était tellement, tellement, tellement important, non seulement pour lui, mais aussi pour elle, parce qu'elle avait vraiment une place comme, voilà, qui est tout à fait naturelle pour les chiens. C'est que dans un groupe, quand il y en a un qui ne va pas bien, on ne va pas l'exclure, mais on va justement changer les dynamiques en fait. La complexité voilà, les dynamiques prennent une nouvelle complexité. Euh, et tous s'organisent et se structurent de façon à ce que de nouveau le groupe soit en équilibre. Et donc pour que le groupe soit en équilibre, ça impliquait que Tao exprime son rôle de protecteur de façon plus accentuée. Mais il le faisait, moi j'avais un peu peur au début, parce que je me dis, oh là là, il va tomber dans l'excès. Mais en fait non, il était jamais, au grand jamais, il n'a dû aller dans l'excès. Enfin, je veux dire, il était dans l'excès. Il a dû parfois vraiment arrêter des chiens qui voulaient vraiment venir malgré que lui avait interdit l'accès à Zenchi. Si les chiens insistaient, évidemment, il devait aussi augmenter son intensité. Mais jamais ça n'a été excessif par rapport à la demande du chien. Donc si un chien demandait, enfin, ou même pas demandait, enfin, je veux dire, venait comme ça de façon un peu innocente, il se contentait d'aller le repousser, mais c'était vraiment très, très, très bien fait. Et donc, voilà, le fait d'avoir pu vivre ça, de découvrir toutes ces nouvelles dynamiques qui se mettaient en place et qui ont disparu à partir du moment où Zenchi n'en avait plus besoin. C'était fascinant, c'était merveilleux à observer et à vivre. Et donc, le fait d'avoir généré tout ça, et d'avoir exprimé tout ça avec tous les résultats ici, qui en étaient la conséquence, mais automatiquement on s'est retrouvé aussi dans des situations qui étaient elles aussi très complexes, qu'on aurait pu voir comme difficiles et qu'on aurait pu avoir envie d'éviter. Et bien finalement, le fait de nouveau de se mettre à l'écoute, et comme je vous disais au début, de ne pas vouloir exclure ces situations difficiles, mais plutôt de vouloir composer avec celles-ci, ça nous a mis de nouveau dans quelque chose de vraiment très, très, très profond. Enfin, voilà, la période qu'on a vécue à ce moment-là, même si ça partait d'une situation un peu dramatique avec les morsures,
c'est quelque chose de, voilà, en voulant euh, vivre les situations difficiles comme des opportunités, mais finalement, on se retrouve dans quelque chose où évidemment, on va vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas. Moi, voilà, je m'attendais à rien du tout en commençant, en choisissant de voir ces morsures de Zenshi qui aurait pu, enfin, qui était d'ailleurs au départ vraiment dramatique. À ce moment-là, on a toujours le choix. Donc, ou bien on se plaint, on s'enferme, euh, on ne voit que le problème, ou bien on se dit, ben, ça peut être une opportunité, je ne sais pas vers quoi ça va mener, je ne sais pas, mais je m'ouvre et je fais tout ce que je peux et je reste la plus authentique possible et j'essaie que tout se passe au mieux pour eux et pour leur évolution. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on va le vivre comme une opportunité. Et donc évidemment, vous avez des hauts et des bas. Euh, Quand on a une situation dramatique et qu'on la prend comme une opportunité, ça ne veut pas dire que le ciel est bleu tous les jours et que voilà, les oiseaux chantent, tout va bien. Non, évidemment, on passe par des nuages, on passe par de la pluie, on passe aussi par des tempêtes, des orages, etc. Mais toujours en maintenant notre motivation première qui était je le vis comme une opportunité. Je sais qu'il peut y avoir des orages, je sais qu'il peut y avoir des pluies, je sais qu'il peut y avoir des grosses tempêtes, mais je continuerai à le vivre comme une opportunité et à accueillir tout ce qui va se présenter à moi. Donc ça, pour moi, on est vraiment dans l'écoute à ce moment-là. Donc c'est à l'écoute, vous voyez, c'est pas seulement l'écoute du chien, mais c'est aussi l'écoute de nous-mêmes. C'est l'écoute j'ai envie de dire, de tout ce qui nous entoure aussi. C'est à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, mais voilà, je suis à l'écoute de celle-ci. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? En quoi ça peut nous permettre d'évoluer encore plus pour justement, parce que plus on évolue, en tout cas c'est mon cas, plus donc je prends tout ce qui, voilà, tout ce qui arrive avec, enfin, comme une opportunité parce que je me dis, ça peut me permettre d'évoluer. Et plus moi je vais évoluer, plus je suis en mesure d'aider et d'accompagner encore mieux les autres. Donc je vais pas demander évidemment des choses, je vais jamais choisir le chemin facile qui va m'empêcher d'évoluer parce que sinon ça me bloque un peu dans ce que je peux proposer et ce que je peux offrir aux autres. Donc voilà, c'est un petit peu le cadre ici donc de l'écoute. Donc je vous invite à choisir peut-être deux difficultés. Une qui est liée plutôt à une circonstance extérieure, donc ça ne va pas nécessairement être une blessure ou un accident, mais quelque chose euh, voilà, qui arrive de l'extérieur. Et puis, autre chose qui est liée à un mal-être intérieur. Donc, il peut aussi avoir une origine, évidemment, à l'extérieur, mais avec quelque chose enfin, vous voyez la différence, hein, ici, le hotspot, voilà, lié à un mal-être que Tao ne pouvait pas gérer à ce moment-là, et qui gère un mal-être, et donc ça part, c'est plus quelque chose d'intérieur, tandis que vous voyez, la blessure de Zenchi avait évidemment quelque chose d'intérieur, parce qu'il y avait tout un contexte émotionnel à gérer, bien sûr, mais ça partait vraiment d'une grosse blessure qui venait de l'extérieur, tandis qu'ici, la blessure venait du chien lui-même. Donc, je vous invite à prendre deux situations que votre chien vit ou voilà, a vécu, peu importe, euh, et aller faire une petite réflexion là-dessus sur comment vous pouvez. Après, ça ne doit pas être quelque chose de très 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 compliqué. Hein, prenez quelque chose de relativement simple, mais où vous voyez que votre chien pourrait évoluer là-dedans et en quoi vous pourrez, ou vous pouvez à l'instant même lui proposer ceci et comment ça peut vous permettre d'évoluer donc chacun respectivement, mais aussi en tant que binôme, en tant que groupe familial. Voilà, je vous laisse déjà avec ceci. Je crois que ça fait de nouveau un petit peu de boulot. Et j'inscris tout ça donc je vous envoie aussi le carnet avec, avec les réflexions et le petit résumé.